Imaginons la scène 2 secondes. On entre chez un concessionnaire de voitures de luxe. D'accord, je visualise. On veut s'acheter un beau modèle d'occasion. On s'assoit tranquillement au bureau du vendeur, on ouvre une mallette et bam, on pose 15 000 € en billets de banque, bien rangés, sur la table. Ah oui, l'image d'Épinal, quoi. Franchement, il y a quelques années, dans certains pays européens, le vendeur n'aurait même pas sourcillé. Absolument pas. Mais le truc, c'est que d'ici 2027, faire exactement ça en Europe, ça pourrait littéralement déclencher une enquête fédérale. Et c'est un changement radical. C'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, notre mission dans cette plongée approfondie, c'est de comprendre pourquoi l'Europe est en train de déclarer une guerre ouverte et assumée à l'argent liquide. Et c'est un paradoxe gigantesque quand on y pense, parce que d'un côté, on a sous les yeux des rapports institutionnels de l'Union européenne, des analyses de conformité qui détaillent la construction d'une véritable forteresse pour empêcher l'argent sale de circuler. Ouais, espèce sécuritaire avant tout. Exactement. Mais de l'autre côté, on a épluché des documents d'associations familiales comme l'UNAF ou des agences financières comme BDOR. Et eux, ils nous rappellent que pour une immense partie de la société, le cash, c'est pas du tout une arme de fraudeur. Non, c'est sûr. C'est même un outil de survie psychologique, voire de résilience économique face aux crises. C'est fou. On se retrouve vraiment au cœur d'un bras de fer entre cette volonté de contrôle total pour éradiquer le crime et la défense acharnée de libertés ultra concrètes. Je précise d'ailleurs que dans cette analyse, il y a des enjeux politiques très forts sur le contrôle étatique contre les libertés individuelles. Oui, tout à fait. Et notre rôle n'est pas du tout de prendre parti. On va rester d'une neutralité absolue et simplement vous relayer ce que disent nos sources. C'est hyper important de le rappeler. L'argent liquide, en fait, c'est perçu par les régulateurs d'aujourd'hui comme un vieux couteau suisse. Un outil qu'on soupçonne d'être une arme redoutable, alors que pour beaucoup de gens, c'est juste l'outil indispensable du quotidien. Bon, décortiquons un peu tout ça. Allons-y. Si on veut vraiment comprendre pourquoi le billet de banque est soudainement traité comme l'ennemi public numéro 1, il faut regarder la mécanique du crime organisé. Et le point de départ de tout ça, il est dans les données du Parlement européen qu'on a étudiées. Il y a un chiffre en particulier qui fait froid dans le dos. Vas-y, dis-nous. Près de 70% des réseaux criminels actifs sur le continent s'appuient sur des techniques de blanchiment de capitaux. 70%. Ah ouais, 7 sur 10 quand même. c'est énorme. Et on parle pas de petits trafics de quartier, hein. On parle de sommes astronomiques. Les cartels de la drogue, la traite d'êtres humains, la grande corruption. Cet argent-là, il doit absolument être réinjecté dans l'économie légale pour être dépensé sans alerter le fisc. C'est ce qu'on appelle la phase d'intégration, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Mais concrètement, ça se passe comment sur le terrain? Prenons l'exemple des produits de très grand luxe. C'est un classique. Historiquement, un criminel arrive avec des valises de billets. Il entre dans une bijouterie de prestige, en toute tranquillité, Jusque la joie. et il achète, disons, 3 montres à 30 000 € chacune, en liquide. Bim, 90 000 € en cash sur le comptoir. Voilà. Et l'astuce, c'est que quelques jours plus tard, il va revendre ses montres sur le marché de l'occasion, souvent à l'étranger, pour brouiller les pistes. D'accord. L'acheteur légitime, lui, il va payer cette montre d'occasion par un simple virement bancaire tout à fait propre. Ah malin. L'argent sale est magiquement transformé en un revenu justifié par une vente d'objets de collection. Exactement. Le traçage de l'origine illicite des fonds est complètement brisé. C'est dingue. Et c'est donc pour casser cette mécanique-là que l'Union européenne déploie un nouvel arsenal. Dans nos sources, ça se cache derrière des acronymes assez barbares, genre AMRL ou AMLD 6. Ouais, le jargon européen, quoi. Mais pour faire simple, c'est un nouveau code de la route financier, un code unique pour toute l'Europe. Et la mesure phare, celle qui fait vraiment les gros titres, c'est l'interdiction totale des paiements en espèces au-delà de 10 000 € pour n'importe quelle transaction avec une entreprise. Oui, d'ici 2027 ou plus tard. Et certains États peuvent même fixer des plafonds encore plus bas. Comme en France où on est limité à 1 000 € depuis un moment déjà. C'est ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce plafond ne vise pas uniquement les bijoutiers ou les vendeurs de voitures. Le nouveau texte, il élargit la surveillance à des secteurs entiers qui passaient complètement sous les radars avant. Ah bon? Genre quoi? Le monde du football professionnel, par exemple. C'est l'un des meilleurs exemples du rapport de Libérière. Les clubs de foot et les agents de joueurs vont être soumis aux mêmes vérifications draconiennes que les banques. Oh waouh, le foot. Bah oui, quand tu vois les montants faramineux des transferts, c'est une porte d'entrée évidente pour nettoyer des capitaux occultes si personne ne vérifie vraiment d'où vient l'argent. Attends, je me fais l'avocat du diable seconde. Je comprends la théorie, hein, mais soyons réalistes. Moi, si je dirige un cartel international qui brasse des milliards, je vais pas me promener avec des sacs de sport remplis de billets en Suisse. C'est vrai. J'utiliserai des sociétés écrans îles vierges, des montages financiers ultra complexes. Est-ce qu'on n'est pas en train de dépenser des ressources folles pour stopper des délits finalement mineurs,
pendant que les vrais gros poissons s'échappent en un clic. C'est une critique qu'on entend super souvent. Mais ce qui est fascinant ici, c'est vraiment de comprendre la notion d'arbitrage réglementaire. L'arbitrage réglementaire? Ouais. Avant ce nouveau texte, l'Europe, c'était un vrai gruyère législatif. Un patchwork. Comment ça? On parlait de la France qui limite à 1 000 €. Mais il suffisait de prendre la voiture, de passer la frontière pour aller en Allemagne ou en Autriche. Et là-bas? Là-bas, il n'y avait absolument aucune limite légale pour les paiements en cash. Zéro. Donc le cartel, il n'avait pas besoin de montage ultra complexe avec des avocats fiscalistes. Il suffisait de louer une camionnette. C'est ça, tu loues une camionnette, tu traverses l'espace Schengen sans aucun contrôle douanier, tu achètes de l'or ou des voitures de luxe en Allemagne et hop, le tour est joué. D'accord, je vois le tableau. Donc ce plafond européen de 10 000 €, il sert avant tout à colmater ces failles physiques entre les pays membres. C'est une harmonisation forcée. Exactement, c'est pour empêcher les criminels de faire leur marché en choisissant le pays le plus laxiste. Ok, ça a du sens, mais ça soulève tout de suite un autre problème majeur. Avoir des règles communes, c'est génial sur le papier, mais si personne n'est là pour les faire respecter de manière uniforme, ça sert à rien. Et c'est justement là qu'intervient l'une des nouveautés les plus intrigantes de ce dossier, la création d'un nouveau shérif en ville. L'AMLA? Voilà, l'autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle sera basée à Francfort, dirigée par Bruna Sego, avec un budget de 40 millions d'euros. Et c'est censé être opérationnel quand ça? Progressivement jusqu'en 2028, et le rapport d'Egov montre bien que cette agence, elle ne sort pas de nulle part. Elle naît d'un véritable traumatisme pour le système bancaire européen, Tu penses à quel scandale en particulier? surtout au scandale de la Danske Bank, ou même celui de Pilatus Bank. Pour la Danske Bank, on parle de près de 200 milliards d'euros d'argent suspect, venu principalement de Russie, qui a transité peinard par une petite succursale en Estonie. Attends, 200 milliards par une petite succursale estonienne? Comment un truc pareil peut passer inaperçu? C'est dingue, hein? C'est parce que les régulateurs nationaux fonctionnaient complètement en silo. Ils se parlaient pas, quoi. Pire que ça, les autorités estoniennes voyaient juste un bout du flux. Les Danois en voyaient un autre. Personne n'avait la vue d'ensemble. Les échanges d'emails entre les agences prenaient des semaines avec des barrières de langue, des conflits de juridiction. Et les réseaux criminels se sont engouffrés dans cette lenteur bureaucratique. Plein pot. La MLA a vraiment été conçue pour corriger cette faille systémique grave. C'est un peu comme si l'Europe passait d'un réseau informel de police municipale, qui n'ont pas le droit de sortir de leur ville, à la création d'un véritable FBI financier fédéral. La comparaison avec un FDI fédéral est super juste. À partir de 2028, cette agence ne va plus se contenter de donner des bons conseils, elle va carrément superviser directement les institutions financières transfrontalières à haut risque. Donc elle court-circuite les autorités locales. Si une banque opère dans 6 pays et présente un gros risque de blanchiment, oui, elle rendra des comptes directement à Francfort, plus aux superviseurs locaux. Mais attends, nos sources parlent de seulement 400 agents prévus pour cette agence. Ouais, 400. Mais comment 400 personnes à Francfort peuvent sérieusement surveiller les flux de 27 pays? C'est impossible, ça va créer un goulet d'étranglement administratif colossal, non? Si l'on relie cela à une perspective plus large, tu mets le doigt sur le grand défi de la MLA. C'est un vrai travail d'équilibriste. C'est-à-dire? D'un côté, si elle essaye de tout centraliser, de tout micro-gérer, elle va mourir sous la paperasse. D'un autre côté, elle marche carrément sur les plates-bandes de la souveraineté des États membres. Et les États détestent qu'on vienne fouiner dans leurs banques. Exactement. Le succès de ce FBI européen dépendra vraiment de sa capacité à cibler uniquement les très gros dossiers, tout en se coordonnant intelligemment avec les cellules de renseignement nationales, comme Tracfin chez nous, en France. D'accord, on a la vue d'en haut, une législation harmonisée, un plafond à 10 000 € et un shérif fédéral pour surveiller tout ça. Les taux se resserrent grave. C'est le but. Mais maintenant, redescendons un peu sur Terre, au niveau du citoyen ordinaire. Parce que l'autre moitié de nos sources, notamment l'UNAF, tire une sacrée sonnette d'alarme. Et c'est un contrepoids super important. Bah oui, si on écoute juste les institutions, on a l'impression que le cash, c'est un truc du passé, utilisé que par des mafieux. Sauf que les chiffres de 2024 sont têtus. 43% des transactions dans les points de vente en France se font encore en espèces. 43%, c'est énorme, presque la moitié. Voilà, et c'est là que l'UNAF intervient pour nous rappeler l'utilité sociale du cash. C'est une question d'éducation financière et de psychologie, en fait. Payer avec son smartphone ou une carte sans contact, ça rend l'argent abstrait. Tu sens pas la douleur de la dépense.
Totalement. L'argent physique, lui, il crée une friction. Les associations familiales insistent beaucoup sur la fameuse méthode des enveloppes. Insérer, retirer sa paie en liquide et la répartir physiquement. Une enveloppe pour la nourriture, une pour le loyer, une pour les extras. Et quand l'enveloppe est vide, tu peux plus dépenser. C'est impossible d'être à découvert avec un billet de 20 euros. C'est une protection vitale contre le surendettement. Sans parler de l'inclusion des personnes vulnérables, les personnes sous tutelle, les personnes âgées ou juste les gens qui n'ont droit qu'à un compte basique sans carte de crédit. On ferme la porte à toutes ces personnes si on supprime le cash. Et puis, au-delà de l'inclusion, le rapport pointe aussi une question de sécurité civile, pure et dure. La résilience du système, oui. Imagine une seconde. Une énorme panne informatique mondiale. Ou une tempête qui coupe l'électricité d'une région entière pendant 3 jours. S'il n'y a plus de cash, l'économie locale s'arrête dans la seconde. Tu peux même plus acheter une bouteille d'eau. C'est le blackout total. Et le paradoxe, c'est que cette résilience, elle s'effrite à vitesse grand V. L'UNAF documente un phénomène très inquiétant, la disparition des distributeurs de billets. Ça, on le voit tous. Les guichets qui ferment les uns après les autres. Les chiffres sont violents. Une baisse de 21% du nombre de distributeurs en seulement 6 ans. 21%. Ouais. Un quintet des machines a disparu. Ouais. C'est ce qu'on appelle la carence bancaire. Pour une banque, maintenir un distributeur dans un petit village, ça coûte super cher. La maintenance, le transport de fonds, la sécurité. Et comme les gens retirent un peu moins à cause des cartes, la machine n'est plus rentable. Donc la banque la retire tout simplement. Équiper les pots cassés derrière? Souvent, ce sont les petites communes. Les mairies se retrouvent obligées de financer elles-mêmes, avec l'argent de nos impôts, l'installation de distributeurs via des boîtes privées de transport de fonds. Sinon, la boulangerie du village meurt. Mais au fond, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre société? L'Europe serre la vis pour attraper les criminels, c'est très bien. Mais est-ce qu'on n'est pas, par accident, en train de punir la grand-mère qui gère sa petite retraite avec ses enveloppes? C'est la grande crainte des associations. Les législateurs européens en ont conscience. Le texte prévoit d'ailleurs explicitement une obligation de garantir un accès suffisant et effectif aux espèces. Ouf, tant mieux. Oui, mais attention à la petite subtilité juridique soulevée par l'UNAF. Certains textes conditionnent cette obligation à, je cite, la demande des citoyens. Ah, le piège. Si la majorité des gens en ville utilisent Apple Pay, la demande globale baisse et hop, on justifie la fermeture des derniers distributeurs pour les minorités vulnérables. Exactement. Le plaidoyer des associations, c'est de dire que l'inclusion financière ne doit pas dépendre de la loi du marché. C'est un droit basique. C'est un équilibre super délicat entre la politique sécuritaire et la réalité du terrain. D'ailleurs, ça m'amène à un autre phénomène fascinant qu'on a repéré dans les sources, l'effet ballon de baudruche. L'effet ballon de baudruche? Oui, si tu prends un ballon rempli d'air et que tu serres très très fort au milieu, l'air ne disparaît pas, il va juste se déplacer vers les extrémités. Ah, je vois où tu vas en venir. Si on bloque le cash avec ce plafond de 10 000 euros, les flux financiers vont forcément trouver d'autres chemins. Criminel ou pas. Tout à fait. Et le premier chemin, c'est tout bêtement d'utiliser les exceptions légales. Et il y en a une énorme que la vérification d'Euronews a bien confirmée. Le plafond de 10 000 euros ne s'applique pas aux transactions entre particuliers. Ah, donc si je veux t'acheter ta vieille voiture de collection pour 15 000 euros et que je te paye en billets, c'est légal. Parfaitement légal. Le texte vise uniquement les entreprises, l'économie professionnelle. Il ne voulait pas aller jusqu'à fliquer la revente d'un canapé ou d'une voiture entre voisins. Heureusement. Mais au-delà de cette exception, l'agence BDEOR note un mouvement beaucoup plus profond. Une fuite vers les actifs tangibles. Oui, le retour en force de l'or physique. C'est assez ironique, non? Face à des banques ultra surveillées, on revient à la plus vieille monnaie du monde. Des lingots et des pièces. On se croirait au 19e siècle. Mais ça a une logique implacable. L'or physique, ça n'a pas besoin d'électricité, ça n'a pas de mot de passe à pirater, et surtout, ça ne dépend d'aucune banque centrale. C'est la garantie d'une autonomie financière hors réseau. Pour quelqu'un qui veut cacher son argent ou juste protéger sa vie privée de manière paranoïaque, c'est l'actif refuge parfait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'un côté, on a ce repli vers un métal ancestral. Et de l'autre extrême, l'ère du ballon part vers la frontière absolue de la technologie, les crypto-monnaies et la finance décentralisée. La fameuse DeFi. Et ça, c'est le cauchemar des régulateurs. Comment l'Europe compte traquer des flux sur des réseaux qui sont conçus précisément pour ne pas avoir de frontières ni d'existence physique. Cela soulève une question fondamentale sur les limites du pouvoir réglementaire face à l'innovation tech. Mais l'Europe a répliqué. Ils ont sorti le règlement TFER. Transfer of Funds Regulation. C'est ça.
C'est entré en application fin 2024. Le but, c'est d'appliquer au transfert de crypto les mêmes règles de traçabilité qu'au bon vieux virement bancaire. Donc on casse l'anonymat de la blockchain. En gros, oui, pour toutes les plateformes régulées. Si tu passes par une bourse d'échange grand public pour envoyer du Bitcoin, la plateforme a l'obligation formelle de vérifier qui tu es, à qui tu envoies et de transmettre ces infos. Donc Binance ou Kraken deviennent des mouchards pour la MLA au même titre qu'une banque classique ou un club de foot. Exactement. Ouais, mais attends, le principe même de la finance décentralisée, c'est de se passer de ces plateformes intermédiaires. On fait quoi face à des protocoles gérés uniquement par des algorithmes? Tu peux pas convoquer le PDG du Bitcoin dans un bureau à Francfort? Et c'est là que l'AMLA va devoir jouer serré. Ils vont devoir se transformer en agence ultra-tech. Le rapport de Libéré hier mentionne que la lutte anti-blanchiment passe maintenant par l'intelligence artificielle et l'analyse de données massives sur la blockchain. Une vraie course aux armements technologiques, quoi. Le régulateur crée une IA pour traquer, le criminel crée un code plus complexe pour se cacher. C'est le jeu du chat et de la souris version 3.0. Franchement, l'image globale de tout ce qu'on vient de décortiquer est vertigineuse. On voit l'Europe construire une forteresse réglementaire sans précédent, un plafond strict sur le cash, une super agence fédérale AMLA et des filets lancés sur les cryptos. Tout ça pour assécher le financement de la criminalité. C'est ça. Mais au milieu de cette machine de guerre, on a cette réalité sociale. Pour des millions de personnes, l'argent liquide reste le seul moyen de maîtriser son budget, de protéger sa vie privée ou juste de s'assurer qu'en cas de bug informatique, on puisse encore manger. Toute la difficulté politique sera de trouver le bon curseur, sans détruire l'inclusion financière. Exactement. Et je voudrais terminer sur une réflexion un peu provocatrice. C'est pas dans nos documents officiels d'aujourd'hui, mais c'est la suite logique de toute cette discussion. Je t'écoute. On voit que le cash disparaît progressivement. Et ça pousse naturellement les gouvernements à travailler sur ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale. L'euro numérique, par exemple. Voilà. Et si cette numérisation totale permettait un jour de créer de l'argent programmable? Programmable. C'est-à-dire? Imagine un argent codé informatiquement. Un euro qui serait programmé pour t'empêcher d'acheter certains produits, disons, mauvais pour l'environnement ou pour ta santé. Ah oui, le contrôle absolu de la consommation. Pire encore, imagine une monnaie avec une date d'expiration. Si l'État veut relancer l'économie, il programme ton salaire pour qu'il perde sa valeur si tu ne le dépenses pas dans les 30 jours. La fin totale de l'épargne libre, en fait. C'est ça la vraie question. Est-ce que cette quête légitime de sécurité absolue contre les criminels ne risque pas de nous conduire, in fine, à l'extinction pure et simple de notre liberté financière individuelle? Une idée à méditer la prochaine fois que vous aurez un banal billet de banque entre les mains. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. On se retrouve très vite. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette histoire, ce témoignage ou cette réflexion t'a marqué, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ton soutien fait toute la différence et permet à ce podcast de continuer à vivre. Tu peux retrouver tous les épisodes sur Chronique du Monde et nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn pour ne rien manquer. Et si le cœur t'en dit, laisse une note ou un commentaire. Ça nous aide énormément. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et reste à l'écoute.